Bonjour à tous et toutes. Merci d'être au rendez-vous pour cette deuxième édition du Festival Imprimé. Alors maintenant, on va parler des journalistes et médias spécialisés sur le rap et plus particulièrement de leur capacité à toucher un public que les médias généralistes peinent encore à atteindre. Pour en parler aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Lise Lacombe. Lise, tu es journaliste, cofondatrice et co-rédactrice en chef de Mosaïque, donc un magazine papier trimestriel fait par et pour des passionnés de rap. Donc Mosaïque a la particularité d'avoir une couve inclusive double face comme un vinyle qui permet de mettre à la fois une femme et un homme de l'industrie du rap en avant. Et donc de lire le magazine dans le sens qu'on veut. Et le deuxième numéro vient tout juste de sortir, il est déjà sold out. Voilà. À tes côtés, Lise Emmanuelle Carinos, doctorante en sciences sociales à l'Université Paris 8, spécialiste du rap français. Tu travailles sur une thèse intitulée Dénoncer, justifier, performer la violence dans le rap français contemporain. Tu as également écrit l'ouvrage Perspective esthétique sur les musiques hip-hop aux côtés de Karim Amou en 2020 et tu es journaliste pour l'ABCDR du son. Et enfin, avec nous, Mekolo Biligui. Mekolo, tu es journaliste indépendante, passée par International Hip Hop et l'After Rap de Move. Tu écrivais et tu faisais de la vidéo pour le magazine culturel IA.fr. On peut aussi te voir et t'entendre sur l'émission La Récré. Et tu animes une émission radio qui s'appelle La Maison Mère. Super. Et ben, ravie d'être avec vous donc, pour parler du traitement médiatique du rap et de comment les médias rap donnent une place et une voix à des personnes qu'on n'entend pas forcément ou en tout cas pas autant et puis comment ils le font en fait tout simplement. Du coup, j'aimerais commencer cette table ronde par un rapide état des lieux avec une question d'abord sur le traitement médiatique du rap. On a beaucoup reproché aux médias traditionnels de ne parler du rap que sous le prisme des violences et des polémiques, alors même que c'est le style de musique le plus écouté en France. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce qu'il y a une légitimation qui arrive sur ces sujets-là? Comment est-ce que tout ça a évolué? Qui veut répondre? Je pense qu'aujourd'hui, surtout, le rap, il en a plus rien à faire des médias traditionnels, en fait, tout simplement. Parce que de toute façon, ça n'a été que, en vrai, mépris de classe, ignorance et méconnaissance. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on a développé une galaxie de médias assez importante. Après, il y a différents types de médias, mais pour ne plus avoir à passer par France 2, par M6, par Canal, parce qu'en fait, ça n'a jamais rien apporté au débat, je pense. Donc tout de suite, on n'a plus besoin, même si ça peut rester prestigieux de passer à la télé ou quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, les rappeurs déjà sont leurs propres médias. Déjà, pour commencer, il faut commencer par là avec les réseaux aujourd'hui. Et donc, du coup, même il y en a qui ne passent même plus par les médias traditionnels rap, entre guillemets. Typiquement, je pense que PNL, c'est un des exemples contemporains les plus qui illustrent le mieux ce phénomène. Et voilà, ouais, en vrai de vrai, voilà, on n'en a plus rien à faire. Non, à un moment, il faut être franc, je pense qu'il faut être sincère. C'est pas parce que tu passes sur France 2 que tu vas vendre plus de Scud, en fait. Ou que on va te streamer plus. Ça aura plus, je pense, qu'est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, je vais prendre Rookie qui était sur votre dernière cover. Qu'est-ce qu'il en a à péter de parler à la ménagère qui regarde TPMP en vrai? Je sais pas ce que vous en pensez après les filles, mais... Moi, de manière plus statistique, on va dire, sur l'état des lieux, ce que je peux dire, c'est que y a des travaux de sociologues, mes collègues Karim Amou et Marie-Sonette Manouguin, qui ont travaillé sur cette fameuse question de la légitimation. Et un des critères de légitimation qu'ils ont pris, vous savez, la légitimité en socio de la culture, c'est quelque chose de très très important et une notion qui a été très discutée. Et eux, ce qu'ils ont montré, avec un indicateur comme par exemple le nombre de fois où on parlait de rap sur France Info, par exemple, ou sur France Inter, pardon, ou dans la presse généraliste écrite. Ils ont remarqué qu'il y avait quand même, globalement, depuis les années 2010, plus d'articles consacrés au rap français, notamment,
et plus d'articles, moi je rajouterais, avec un cadrage esthétique. Pour prendre un média sur lequel je travaille beaucoup dans ma thèse, Libération. Libération, alors il y a toujours eu une journaliste spécialisée rap, Stéphanie Binet, enfin journaliste pour Libération spécialisée rap, Stéphanie Binet. Mais on lui reprochait, même si je pense que je la respecte énormément et tout, mais elle était, par les gens du monde du rap, en tout cas, on lui reprochait pas mal de trouver le rap intéressant, surtout pour ce qu'il disait de politique, en fait. Et ça a souvent été une erreur, ou en tout cas une déformation que la presse généraliste, comme, pour parler aussi de mon autre étiquette, comme les universitaires, de dire le rap c'est intéressant que parce que c'est des pauvres ou des jeunes issus de l'immigration qui parlent de leurs conditions de vie et qui le prennent pas comme un art, en gros, comme une musique, qui n'en parlent pas avec un cadrage esthétique. Et à partir des années 2010, notamment à Libération, avec l'arrivée de journalistes qui ont grandi avec le rap, en fait, je pense à Rachid Lahirej par exemple, ça, Ramses Kefi aussi, ça a un peu changé. Et on a commencé à avoir des chroniques qui parlaient réellement de rap sous un angle esthétique. Il y en a toujours eu, hein, bien sûr, encore une fois, Stéphanie Binet, elle en faisait aussi, mais de manière un peu plus accentuée, on va dire, à ce moment-là. Après, ça n'empêche pas, et ça c'est aussi la sociologie de la culture qui l'a pas mal montré, ça n'empêche pas des effets de hiérarchie quand même. Je pense, pour reprendre aussi Libération, j'ai un ami pigiste à Libération qui me raconte que, par exemple, quand il veut faire un artiste comme Oxmo Puccino, MC Solar, on va lui dire ok, t'es dans les pages culture, et il dit je veux faire Soso Manès, artiste marseillais, on va lui dire ah non, tu vas aller dans Société, dans les pages Société. Voilà, donc il y a toujours des effets de hiérarchie comme ça, et des hiérarchies aussi qui ça, c'est des travaux que Marion Dalibert, qui est maîtresse de conférence en sciences de l'information et la communication, a montré, des effets de biais qui sont liés à l'origine soit populaire, soit à la racisation spécifique des artistes. Pour le dire autrement, on va toujours mieux traiter comme un artiste Orelsan que, même si c'est quelqu'un que je ne porte plus dans mon cœur aujourd'hui, mais Booba, par exemple. En réalité. Et notamment, c'est très intéressant de voir des médias qui ont taillé l'ensemble du rap français pour le sexisme, son homophobie, etc. Et qui, par contre, avaient un cadrage d'Orelsan, y compris dans les années 2010, comme un génie incompris, etc. Donc, Orelsan étant le seul artiste à avoir été condamné... Enfin, il a fini par être relaxé, mais en tout cas, il a eu un très long procès pour incitation à la violence envers les femmes. Donc voilà, c'est pour dire que même si, oui, on peut voir le phénomène de légitimation progressive du rap dans la presse généraliste et qu'on en parle un peu mieux, notamment avec ces journalistes qui arrivent et ont grandi avec le rap, il reste des effets dans les rédactions de sélection, de hiérarchie, et qui souvent traduisent des rapports de pouvoir, de classe, de race, etc. Non, je sais pas si ouais, il marche. Non, je suis d'accord avec ce que disaient mes colos aussi sur le fait qu'il y a une vraie inversion des rapports de pouvoir entre médias et milieu rap. Et si je me place, je pense, du côté des médias traditionnels, le fait que le rap a su développer son propre écosystème par le streaming, par ses médias rap, par les réseaux sociaux, comme tu disais, enfin vraiment a su créer sa propre économie, son propre relais. Je pense que ça a créé du côté des médias, comme tu parlais de l'exemple de PNL, mais je connais, je pense, aucun média qui en fait, ils n'ont pas eu le choix que de parler de PNL parce qu'à un moment donné, ça s'impose à eux. Et en fait, quand tu es un média traditionnel, un média généraliste, il y a une actualité, tu dois la traiter quand elle est majeure, quand elle est imposante. Et c'est ce que le rap a su faire en étant la musique la plus écoutée. Et je pense que c'est le fait de... Ça s'est imposé à eux et c'est ce qui a, je pense, un peu changé et permis de traiter le rap maintenant beaucoup plus qu'avant. Et bon, il y a encore des effets, comme tu disais... C'est pas la musique, statistiquement, c'est pas la musique la plus écoutée. En vrai, c'est la plus écoutée par les jeunes aujourd'hui, mais en réalité, ça reste. Ça, c'est pareil, hein, c'est les statistiques du ministère de la Culture. Les gens, ça peut nous arranger, nous, ça nous fait plaisir de nous dire que c'est la musique préférée des Français, tout ça. Il y a même un livre qui s'appelle comme ça, qui est écrit comme ça, mais c'est faux en fait. Statistiquement, c'est vraiment faux, et il faut se rappeler de ça parce que on est loin d'avoir complètement gagné la bataille, quoi. C'était juste mon côté statistique et militant qui revient.
C'était intéressant aussi, Emmanuel, tu parlais tout à l'heure du renouvellement des rédactions. Est-ce que justement le décalage par rapport au traitement médiatique justement des artistes, il n'est pas dû au fait justement que on a souvent des personnes blanches, masculines, hétérosexuelles au poste de rédaction en chef? Est-ce que ça joue justement beaucoup sur ce traitement? Donc ouais, en gros, si on veut parler langage Twitter, des boomers, du coup, c'est de ça qu'on est en train de parler. En fait, est-ce que avant déjà Olivier Cachin, il y avait des gens qui traitaient le rap? Ça doit être le seul en vrai qui s'y connaissait et enfin, même avec tous ces critères, je pense que déjà, ouais, ça a été très très peu traité, à part Olivier Cachin, Stéphanie Binet. Il y a pas beaucoup de journalistes déjà historiquement qu'on associe déjà à la culture hip-hop en général. Il n'y en a pas tant que ça. Ouais, vraiment, il n'y en a pas tant que ça en fait finalement, hein, déjà de base. Donc et puis après ceux qui en ont souvent, enfin ceux qui ont tenté d'en parler, c'est clair que déjà ils n'ont pas cet accès, je pense, voilà, à la culture, déjà, ne serait-ce que la culture hip-hop, si on parle même pas de rap, parce que le rap, c'est un des piliers de la culture hip-hop, et ça, on a tendance aussi à l'oublier. C'est hyper important, je pense, de resituer là-dedans. C'est vrai qu'il y a d'autres disciplines qui ont eu des égards peut-être beaucoup plus favorables culturellement, notamment la danse, déjà, d'abord. Les danses hip-hop en général. Et après, moi, je vois pas il n'y a pas de, si j'essaie de me rappeler, à part Olivier Cachin, vraiment, qui lui, par contre, est passionné par le sujet, qui sait en parler. Les autres journalistes, franchement, ou quand ils sont reçus dans des médias un peu généraux, je me rappelle d'une interview catastrophique d'Ardisson, où il y avait eu aussi Yann Moix qui recevait, je crois, c'était Escrew, qui parlait de Nekfeu en disant ouais, mais tu vois, ton rap, le truc typiquement français, je crois, les gars qui se prennent plus littéraire que la littérature, en disant ton rap, il donne, voilà, il tape, mais il fait pas de bleu, pas d'hématome, en parlant, en disant ouais, mais NTM, tu vois, c'était différent. Mais mec, tu parles d'un truc d'il y a 30 ans en fait déjà, donc viens, on se resitue dans le contexte. T'as quand même Nekfeu devant toi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un des meilleurs rappeurs français actuellement. Donc fais un peu le job, quoi. Donc ouais, c'est plutôt il y a eu un mépris, c'est ça en fait, je pense, qui a bloqué. Et étant donné qu'il y a ce fait, comme tu dis, où c'est une culture où les protagonistes mis en avant sont quand même plutôt, qui ont des parcours plutôt issus de l'immigration ou issus des dom-toms aussi, parce que oui, tous les Noirs ne sont pas issus de l'immigration en France, faut le rappeler aussi. Ah bah oui, ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, je pense qu'il y a surtout une méconnaissance de cette culture de base, et en fait, les journalistes ne s'y sont pas intéressés, à part peut-être avec une vision un peu sur le rap US, qui était forcément différente, sans penser que voilà, peut-être que le rap français aussi, ça peut être du divertissement, c'est pas que politique, et divertir déjà c'est politique. Savoir divertir les gens c'est politique. Faire de la musique, si on veut un peu statuer comme ça, mais je pense que c'est surtout de l'ignorance, et même pas forcément que ce soit des vieux, des gens hétéros, blancs, cinquantenaires ou quoi, parce que en fait, déjà, il y en a très très peu, il y a déjà très peu de journalistes qui même traitent le rap en soi dans les autres médias. Moi, ce que j'ai vu souvent en musique, c'est l'effet de gens qui en fait ont grandi plutôt avec le rock et qui au moment où le rock en fait était moins, enfin la scène rock française était moins vivante et avait moins d'argent, tout ça, ils se sont un peu reconvertis pour certains dans le rap. Certains l'ont très bien fait, c'est le cas d'une journaliste sur laquelle j'ai travaillé pendant longtemps et que j'aime beaucoup, Nathalie Sorlin, qui a été très longtemps résumée au scandale Section d'Assaut, enfin c'est un autre sujet, mais qui elle à la base venait du rock et qui a trouvé des ponts en fait entre le rock et le rap, notamment parce que elle avait été critique musicale à Londres avant. Et en fait, la musique anglaise, il y a historiquement beaucoup de liens entre musique noire et on va dire plus punk,
ou des choses comme ça. Moi, c'est plus ça que j'ai vu, en tout cas, si on peut, en parlant d'effet d'âge des rédactions et tout ça, c'est des gens qui, en fait, viennent du rock, avec la culture qui va avec, et qui, du coup, ont du mal à percevoir l'intérêt, notamment esthétique, qui peut être porté par le rap. Ouais, du coup, le rap a été obligé de se créer ses propres lieux d'expression. Enfin, on a vu la cérémonie musicale des Flammes qui va avoir lieu bientôt, justement, où on pourra en parler apparemment. Mais voilà, mais je voudrais revenir un petit peu aussi justement sur les médias rap. Donc dans les années 2000-2010, c'était, enfin, tu me corrigeras Emmanuel, mais c'était plutôt a priori des blogs sans ambition, faits entre potes, mais voilà, sans réelle ambition économique. Aujourd'hui, voilà, ils organisent leurs propres cérémonies, ils ont leur modèle, c'est des incontournables de la culture populaire. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de cette évolution, ou bien Lise Mécolo, justement, sur cette professionnalisation, en tout cas, des médias sur le rap? En vrai, déjà, dans les années 2000, avant qu'il y ait YouTube, l'explosion un peu d'Internet, il y avait les magazines. Déjà, il y avait des journalistes qui... Donc, on voyait juste leur nom, on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, mais il y avait des magazines spécialisés rap. Alors, il y avait l'Affiche, Rap Mag, enfin, il y avait quand même voilà, quelques ouvrages, International Hip Hop notamment. Donc, avant que ce soit mis en image, mis en action sur Internet, il y avait déjà ces contenus-là qui existaient déjà. Merci, assorti de CD et tout. C'était une époque, bon, je pense que voilà, ça fait vieux, mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est vrai. Donc voilà, on allait au kiosque chercher nos... Donc ça existait, voilà, c'était... après, il fallait avoir tes petits sous. C'est un peu différent, voilà, fallait déjà avoir les moyens ou économiser pour acheter ton truc. Bon, t'achetais pas tous les mois, mais peut-être une fois par trimestre, t'avais ton magazine, tes posters. Voilà, c'était vraiment complet avec ton CD. Mais il y avait déjà du moins ces médias pour les passionnés, mais c'est vrai que c'était que du papier. Après, si on passe par la télé, quand même, pour un bon nombre d'entre nous, je pense, on avait le câble. Il y avait MTV aussi, même si c'était un regard sur le rap US, il y avait quand même MTV. Donc il y avait déjà des émissions avec des gens qui pouvaient parler de musique, même si c'était pour parler de rap US. C'était déjà une porte d'entrée. Et après, oui, c'est sûr que après, ils sont pas là et on pourra leur demander, mais je pense que Bouscapé avait déjà une ambition de faire quelque chose, d'en faire une manne financière, de se placer en un peu, voilà, une espèce de, entre guillemets, figure tutélaire. Enfin, ça prend du temps, c'est comme tout, mais je pense qu'ils avaient déjà cette ambition. Peut-être qu'après, l'abécédaire, c'était pas le cas au début, mais je pense que Bouscapé, ça a été travaillé, réfléchi, du moins pour qu'à un moment donné, on aboutisse à un modèle économique qui puisse en faire quelque chose. Et aujourd'hui, on voit que ça marche très très bien, en fait. Donc, je pense que c'est plus nous, les journalistes, plutôt que les créateurs de médias. C'est nous qui arrivons plutôt avec des blogs au début sans ambition, ou en ne voulant pas forcément en faire un métier. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Donc oui, bah, tu te lances ou tu te lances pas, ça c'est à chacun, chacune. Mais je pense que ouais, certains médias avaient déjà cette ambition, notamment Bouscapé. C'était pas qu'un blog de potes, c'était pas que parce que Fifi couvrait tous les planètes rap, c'était filmé, c'était le début et il y a d'ailleurs des moments de rap qui sont légendaires grâce à ça, qui sont immortalisés. Donc je pense qu'il y avait au moins cette idée de, peut-être sans le savoir, mais inconsciente déjà, d'immortaliser le rap quand ils arrivent à cette époque. Au moins minimum ça. Je peux en être sûre. Non, moi je pense que je peux plus parler un peu plus des médias aujourd'hui, des médias rap, mais il y a surtout eu, je pense, une explosion de n'importe qui peut se saisir aujourd'hui d'un outil de réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Maintenant, il y a plein de
de comptes qui sont nés. Moi, je pense surtout à Raplume, qui maintenant est un média qui vit, qui vit de son média et qui est né, qui est controversé parfois, mais en tout cas, c'est une économie qui aujourd'hui marche et qui est sûrement l'un des plus influents en ce moment. Et c'est l'outil c'est quelqu'un qui n'était pas dans le milieu spécialement, qui n'avait pas de formation, si je ne dis pas de bêtises en tout cas, et qui se saisit d'un outil et qui, par une communauté, parvient finalement à accumuler des milliers d'abonnés. Et je pense qu'à la base, il n'avait pas spécialement l'ambition d'en vivre. C'était juste un passionné qui partageait des phrases de Nekfeu selon sa propre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même cette facilité de... il y avait les sites internet à l'époque, mais maintenant c'est surtout les réseaux qui, parfois, beaucoup de médias ne sont que sur les réseaux et créent le site après, par exemple. Donc c'est souvent ça. Et je pense que c'est aujourd'hui, il y en a même, tu vois, là on se disait Bouscapé, moi je savais pas si par exemple ils avaient commencé en ayant cette ambition. Il y en a beaucoup, je pense, qui maintenant commencent en ayant l'ambition parce qu'ils savent que c'est devenu possible, là où à l'époque ça paraissait sûrement encore plus, quasiment impossible. Maintenant il y a ce truc de, on sait que c'est possible par des biais qui se sont développés, de faire payer des posts sur les réseaux, faire ce genre de choses qui à l'époque, c'était plus compliqué. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette possibilité de devenir un média beaucoup plus facilement. Et après, c'est là où se pose la question de la professionnalisation, parce que comment, est-ce que tu es une page, est-ce que tu es un média, à partir de quand tu es un média, ou tu es juste une page, si tu relais, ou si tu crées du contenu, il y a quand même une différence. Enfin voilà. Donc, mais aujourd'hui, la possibilité d'être un média rap est quand même beaucoup plus facile qu'à l'époque, en tout cas. On reviendra sur l'indépendance des médias rap juste après, mais même au niveau des thématiques, j'ai l'impression que ça s'est quand même vachement élargi aussi. Enfin, Bouscapé, justement, on en parlait. Aujourd'hui, il parle pas que de musique, il parle de lifestyle, de sport, de thèmes assez divers et variés. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un média rap, justement Lise, est-ce que dans Mosaïque, on parle que de musique Comment ça s'est élargi Pour le coup, oui. Et d'ailleurs, je trouve que la plupart des médias rap sont restés quand même avec l'objet musique, reste quand même, je trouve, le plus important. Enfin, moi, l'exemple que j'ai en tête, à part Bouscapé qui va parler de sap, de lifestyle, va faire du divertissement aussi, des vidéos divertissement. Interlude aussi a créé Interlude and Chill, qui est un truc vraiment pop. Pour le coup, je crois qu'ils parlent même pas de rap là-dessus. Ils vont plus parler de, je sais pas, YouTube, des trucs un peu plus pop culture. Mais je trouve qu'essentiellement, même les médias rap qui sont là depuis longtemps, Grunt par exemple, il reste sur un objet très musical, très rap, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça reste l'objet principal, en tout cas, de tous les médias rap. Bouscapé a bien fait de s'ouvrir parce que eux, ils ont un modèle qui leur permet aussi de toucher un public beaucoup plus large que Grunt, par exemple. Mais nous, par exemple, on parle essentiellement de rap. En fait, on a juste une petite rubrique style où on décrypte le style d'un rappeur, voilà. Mais sinon, notre thème reste vraiment essentiellement rap français. On a une rubrique internationale aussi. Et après, on a juste des contenus un peu plus légers parce que c'est un magazine, donc on va avoir des jeux, on va avoir des choses, des photos, enfin des trucs, mais ça reste quand même toujours relié au rap français. Et j'ai l'impression que, j'ai pas d'autres exemples, peut-être que vous en avez d'autres, mais à part Bouscapé et Interlude, j'ai l'impression quand même que les médias rap sont pas... c'est pas des combini, quoi. Ils restent quand même sur un objet très, très musical, quoi. Enfin, très rap, quoi. Il y a peut-être d'autres médias qui vont par contre eux se rajouter du contenu rap. Je pense à GQ par exemple, parce que au début, je sais pas, moi je regardais pas des trucs de GQ sur YouTube, mais du coup eux par contre se sont mis à en parler et je trouve que voilà, leur petite pastille, elle est pas si mal que ça. C'est juste regarder des artistes parler de musique. Donc finalement, c'est pas, ça peut être intéressant si c'est un artiste qui t'intéresse ou pas. Mais en tout cas, et je trouve que c'est pas qu'ils le font plutôt, que c'est plutôt pas mal fait, ils essayent de donner un côté ludique. Et puis voilà, c'est pas toxique pour la culture. En vrai, donc non, c'est plutôt d'autres médias qui ont rajouté en fait des parties rap dans leurs éditos plutôt que les médias rap qui vont excepter Bouscapé, mais je pense que maintenant ils ont pris une ambition d'être plutôt entre guillemets culture populaire, mais je pense que de manière sous-jacente, ça reste quand même une manière d'aborder la culture hip-hop. On parle de lifestyle, de comment s'habiller, le sport, voilà, on l'a pas forcément assimilé à la culture hip-hop, mais c'est très américain. Par exemple, les basketteurs aux États-Unis, voilà, ils sont très assimilés à ce truc de la culture hip-hop aussi.
Voilà, LeBron James, il doit partager des artistes et quand il les partage, ben, ça, il drop les artistes en fait. Donc voilà, donc c'est peut-être ça maintenant et on le voit peut-être aussi dans d'autres sports, notamment le foot, où bon gré mal gré, on voit quand il y a des immersions dans les vestiaires, bah il y a voilà, on entend les artistes écouter du rap et on voit des trucs, peut-être des petits articles, ouais, la playlist de Kipembe, tout ça. Donc c'est peut-être aujourd'hui plus les médias généralistes, on va dire, qui vont se mettre des encarts hip-hop, qui vont peut-être plus, ou rap, qui vont peut-être plus creuser et fouiller de ce côté-là, plutôt que le contraire. Lise, j'aimerais juste revenir sur Mosaïque un petit peu, parce que justement, toi, tu as cofondé une revue papier. C'est assez rare, en tout cas aujourd'hui, quand on pense à des médias rap. Peut-être que Emmanuel, alors, on n'est pas tout seul sur la question du magazine papier. Il y avait, alors je sais pas dans l'ordre, mais je sais qu'Osmose, par exemple, qui est vraiment un peu rap, enfin les autres sont plus enfin non, il y a Osmose qui est vraiment sur le rap et qui était là 2 ans ou 1 an et demi avant nous, je crois, 2 ans ou 1 an et demi avant nous. Il y en a d'autres, il y a 33 Carats, il y a DRP qui était là avant, il y a Le Rouleau, enfin il y en a, en fait il y en a pas mal qui étaient là avant nous, je pense peut-être 3 ans max avant nous, mais il y en avait quand même qui étaient là et qui sont quand même, on a tous quand même des lignes édito différents, il y a personne qui fait exactement la même chose. Mais ça reste une nouvelle vague, en tout cas, de magazines de rap français. Ouais. Mais pourquoi ce choix du papier, justement ? Et ben nous, quand on l'a lancé, en fait, dès le début, en fait, quand on a créé Mosaïque, donc c'était en mars 2020, nous, notre ambition, c'était de tenter de refaire du long format dans un milieu qui quand même va super vite en ce moment. Et du coup, quand on le crée, on se dit, on va essayer de faire revenir des interviews assez longues, de prendre le temps, etc. Et tout de suite, on avait donc un peu cette idée du magazine, parce qu'on se disait, nous, en fait, on n'a pas du tout. Nous, moi, je suis 98, les magazines papier de rap, j'ai jamais connu. Et du coup, je trouvais ça dommage de ne pas avoir cet objet-là, surtout qu'il y a quand même maintenant, on est d'une génération qui a envie d'avoir des trucs physiques dans les mains. Les vinyles n'ont jamais aussi bien marché. Et moi, la première, en fait, on a un peu créé l'objet qu'on aurait aimé avoir nous. Et on se disait, les premiers trucs qu'on se dit, ce serait incroyable de pouvoir archiver l'histoire d'une scène émergente, en tout cas qui est en train de se créer, qui est hyper dynamique. Il y a des artistes qui naissent tous les jours. Et du coup, on a l'ambition de créer cet objet en se disant, on archive un moment de l'histoire du rap, en tout cas humblement, c'est ce qu'on se dit. Et c'est pour ça qu'on choisit d'être un trimestriel, pour rester dans une actualité et pouvoir saisir les artistes au bon moment, saisir un moment. On essaye de le faire avec cet objet, de l'ancrer en fait. Vu que tout est digital maintenant, tout disparaît, est éphémère, on se dit là ça sera ancré quelque part et ça restera quoi. C'est un peu l'idée. Donc un magazine indépendant aussi. Enfin, tu dis sur le site, à l'heure où les labels et les artistes travaillent en proximité avec les médias, nous choisissons l'indépendance. C'est vrai que les médias rap gratuits fonctionnent en général avec de la sponsor, avec de la publicité, avec des marques, des régies publicitaires, avec des marques, des labels, des artistes. Enfin, est-ce qu'il y a un problème d'interdépendance dans ce milieu? Enfin, qu'est-ce que... En fait, il y a le constat, c'est celui-là, c'est que si tu es gratuit, généralement, tu travailles avec les labels et les artistes. En fait, c'est pas un problème, parce que d'ailleurs, pour vivre en tant que média rap, t'as pas des milliards de solutions et c'est pas facile. Donc en fait, c'est pas un problème de prendre pour moi de l'argent des labels et des artistes. Si c'est bien fait, il y a de très bons contenus qui sont faits de ce côté-là. Ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est plus l'aspect transparence, en fait, de savoir, de pas tromper son auditeur. Et si le poste est payé, de juste dire, de pouvoir le signaler quelque part. En fait, c'est tout ce qui manque, je pense, aujourd'hui. Il manque encore juste cette transparence-là, de pouvoir dire, on vous informe sur cet artiste ou j'en sais rien sur ce truc, mais parce qu'on est en partenariat avec tel label, avec tel artiste, et c'est pas encore dans les habitudes, on va dire, c'est pas encore dans les mœurs. Mais nous, on choisit d'être indépendant, ce qui veut dire que juste on prend pas l'argent de l'industrie sur laquelle on parle, en fait, parce qu'on estime qu'il y a un conflit d'intérêts à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que si on se met à parler, je sais pas moi, Eitruki qui était en une, s'il nous paye pour faire un post, quand au moment où on fait l'interview, c'est compliqué de venir le critiquer ou de venir lui demander un truc qui va peut-être le mettre mal à l'aise, qui va le déranger. Donc nous, c'est le constat qu'on a fait. Après, c'est vraiment une volonté éditoriale. Je pense que c'est vraiment la volonté du média de faire aussi avec les moyens qu'il a, l'ambition que tu as. Si tu as envie d'en vivre tout de suite, comment tu veux en vivre. Mais la plupart des médias qui en vivent, soit sont passés par là, soit doivent en passer par là.
Après, ouais, même Grunt, Jean Morel, je crois, ne vit pas de son média. Donc, par exemple, lui qui est full indépendant, à part Adidas, un partenariat, il travaille pas avec des marques, mais collabore avec des marques. Et pour moi, c'est pas un problème, mais peut-être que parfois, ça mériterait d'être mieux dit ou de manière plus transparente, quoi. Okay. Emmanuel, Mécolo, là-dessus Alors pour moi, c'est clairement un problème par contre, et c'est pas qu'une question de transparence, même si on gagnerait à effectivement exiger au moins cette transparence. Non, je pense que de base, c'est un conflit d'intérêts qui fait qu'on a aujourd'hui, je pense, une mauvaise presse spécialisée rap en fait. Je dis ça en faisant en partie, hein, mais l'Abécédaire du son, c'est un blog de passionnés, il y a des collègues qui sont là, on n'est pas du tout payés. On travaille 35 heures par interview pour être voilà, enfin on prend sur notre temps, et du coup on a tous d'autres travails à côté, mais ça permet qu'on puisse parler de qui on veut, qu'on soit pas obligé de parler du dernier gars à la mode, et surtout qu'on puisse parler de ce qui nous plaît pas. Même si le bénévolat a aussi, en termes de limite de temps, les gens vont avoir tendance à plus parler de ce qu'ils aiment parce que la critique est de base difficile. Et moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui à la presse spécialisée, c'est du vrai journalisme, c'est-à-dire un journalisme qui soit critique, qui considère le rap sans mépris, mais sans complaisance non plus. La presse spécialisée, par exemple, a longtemps euphémisé toutes les questions hétérosexistes du rap, en réalité, en réaction, certes, au cadrage des médias dominants qui parlaient que de ça, comme par hasard. Quand on parle d'une musique d'arabe et de noir, on a tendance à voir beaucoup plus de sexisme et d'homophobie que dans d'autres styles de musique, alors qu'il y en a tout autant, etc. On connaît la chanson. Mais en attendant, il faut en parler. Il faut à un moment peut-être dire des choses. Il faut aussi se poser des questions, même en termes de critique esthétique, de dire, voilà, puisqu'on travaille, puisque c'est tel label qui nous paye pour cette promo, on va pas dire du mal du dernier album de machin. Et pour moi, c'est un problème parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que journaliste, en fait, normalement. C'est faire une critique qui soit, comme je dis, pas du tout méprisante, mais pas non plus complaisante. Et pour moi, ce modèle économique-là, sur lequel la presse spécialisée rap repose, mais pas seulement, et ça, je voulais le dire, c'est pas qu'un problème dans le rap, en fait, c'est un problème partout. Je pense que dans toute la presse, il y a cet enjeu du financement qui est très important. Mais dans le rap, en tout cas, c'est une question qui me pose vraiment problème de plus en plus. Et je suis un peu déprimée de voir que, alors que la musique est si intéressante, qu'elle fournit tellement d'argent, on n'est pas une presse spécialisée digne de ce nom et des journalistes dignes de ce nom. Et encore une fois, je m'inclus dedans puisque j'en fais partie aussi. Donc, Non, c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts. Hein. Moi, pour parler d'histoire personnelle, ça m'est arrivé une fois qu'on me propose d'écrire un article. À l'époque, moi je vais dire, hein, je m'en fous, c'est pas grave. C'était sur Cobaladé, à l'époque où il sortait Bad Set, projet que j'avais détesté. Ouais, non, vraiment. Et on me demande d'écrire un article dessus, et on me dit, par contre, voilà, un article payé. Hein, et à l'époque, ça faisait partie des premières propositions qu'on me faisait d'articles payés et tout. Et on me dit, oui, mais par contre, faudra écrire un truc sympa dessus. J'ai dit, bah là, je le fais pas. En vrai, ok, si c'est pour prendre 50 palos, je les aurais bien pris, j'en avais besoin. Mais après, j'aurais pas pu me regarder dans un miroir. Alors que tout le monde savait que j'allais dire non, Bad Set, je l'ai pas aimé, et je signe de mon nom. Ouais, c'est trop bien. Bah non, en fait, là, tu perds de la crédibilité quand même. Donc après, c'est aussi, je pense, individuellement, c'est aussi à nous, en tant que chroniqueurs, journalistes, de parfois faire certains choix. C'est vrai que c'est difficile de manger dans cette industrie. C'est vrai que c'est difficile quand par exemple, moi pareil, hein, je vis pas à 100% voilà, de ce travail-là. J'ai un travail à côté. On a tous un côté un peu Clark Kent et Superman, en vrai. C'est un peu ça. À savoir dans lequel de nos boulots on est Superman ou Clark Kent, voilà, c'est tout. Mais je pense qu'on a tous un truc à côté, et c'est vrai que
Ouais, il peut y avoir, mais ça c'est vieux comme le monde. Déjà dans la presse rap papier que moi j'ai connue étant ado, quand on en parle aujourd'hui avec le recul, avec ceux qui étaient dedans, il y avait déjà des conflits d'intérêts parce que qui payait les encarts pubs, qui payait. Donc c'est quelque chose que je crois qui est vieux comme le rap en fait. À partir du moment où il n'y a pas d'investisseurs qui viennent d'autre part et qu'ils s'en fichent en fait. Par exemple, si c'est pour ne bosser, n'avoir des investisseurs ou des gens qui prennent des pages de pub, ou c'est que Heineken, 1664, les alcooliers par exemple qui souvent prennent des pages de pub, bah, c'est cool, eux ils s'en foutent ils vont pas se dire ah non je veux pas être assimilé à Booba ou je veux pas être donc voilà, mais à partir du moment où c'est Universal ou Capitol, ça change la donne parce que eux, ils ont vraiment des billes qui sont réelles dans ce business. Donc après, il y a aussi le côté, ouais, en tant que journaliste, est-ce que tu as vraiment envie de dire qu'un album que tu as détesté, est-ce que tu as vraiment envie de le vendre comme quelque chose de super? Faut se poser la question aussi. Voilà, je pense que, et c'est un truc qui est de l'ordre de l'éthique. Alors tout un chacun, moi jette pas la pierre, ouais, on a besoin de manger. C'est clair que là, surtout en ce moment, je pense qu'on est tous dans le même cas. Voilà, je pense que cracher sur 50 balles, ça peut être compliqué. Parce que oui, en plus, on n'est pas bien payé. Ouais, non mais voilà, faut le dire. Et j'allais dire, en faisant une enquête, moi, sur le sujet, la presse cinéma, c'est globalement à peu près la même chose. Alors un peu moins, peut-être un peu, enfin parce qu'il y a plus de solutions dans la presse cinéma, mais j'ai le souvenir d'avoir parlé, voilà, fait un entretien avec Romain Coll, qui était journaliste ciné et qui tenait rédacteur en chef de la revue UGC Illimité. Et c'était, voilà, il m'a dit texto, on devait faire des lignes et des lignes sur des films de merde et dire que c'était bien parce que voilà, on était un auxiliaire de promo. On devenait un auxiliaire de promo, on perdait tout sens en fait à notre métier de critique culturelle, de journaliste. Et bon, aujourd'hui, Romain Coll fait du vin nature, je crois. Donc il a complètement changé de vie et je le comprends vraiment. Pour le coup, je l'avais interviewé justement en parlant des conséquences concrètes que peut avoir ces espèces de liaisons dangereuses entre industrie et presse. Nathalie Sorlin, la journaliste dont je vous ai parlé, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est une personne qui a, j'aime pas le dire comme ça, mais qui a presque payé de sa vie ces problèmes-là, puisque en faisant une interview de la section d'assaut qui n'a pas du tout plu à Sony, puisque ça a créé la polémique, sans qu'elle le veuille, hein, mais la polémique la plus grosse que le groupe ait jamais eu à affronter, hein, puisqu'ils ont dit en interview qu'ils étaient 100% homophobes, enfin bref, encore des génies. Et donc on a discuté un peu avec eux et tout, ils ont très mal vécu ce moment-là aussi, c'était dur pour le groupe, hein, mais pour la journaliste, ça aboutit à ce qu'on appelle un phénomène de blacklistage. Donc c'est en gros Sony, tous les artistes qui sont signés dans le label de Sony où il y avait la section d'assaut et qui en voulaient particulièrement à cette journaliste, plus déjà coup de pression sur la journaliste, lui demande les bandes alors qu'on ne peut pas demander, enfin ça se fait pas de demander à une journaliste ses bandes, vraiment. Et outre ces coups de pression, impossible de refaire une interview avec un artiste signé chez Sony dans ce label-là, entre autres. Et après, ça va se passer le mot de maison de disque à maison de disque. Donc oui et non, celle-là, elle est un peu casse-couille, donc du coup, lui donne pas tel ou tel artiste. Et résultat, cette personne s'est retrouvée au RSA avec un enfant à gérer. Elle faisait des piges, un état de précarité qui était déjà très compliqué. Elle a dû déménager à Marseille suite au harcèlement que cette affaire avait suscité sur elle et les problèmes de santé qui ont suivi. Et voilà, elle est décédée en 2016 dans l'oubli le plus total. Donc voilà, je ne veux pas faire des médias qui jouent ce jeu des partenariats label presse comme responsable de la mort de quelqu'un. Mais voilà, ça peut avoir des conséquences en fait qui sont très graves. Et outre le fait d'avoir du très mauvais journalisme. Ouais, après, il y a aussi des moyens détournés de faire un peu aussi de travailler. Pour parler de vécu, il me semble, c'était à l'époque où Niska, il sortait Zifukuro, son projet d'avant, je sais plus. Donc moi, on me demande de faire une chronique. Donc je vais à l'écoute, je sors de l'écoute, j'avais mal à la tête. Je dis, je suis jamais sortie d'une écoute en ayant mal à la tête. Je ne vais pas pouvoir écrire quelque chose de positif sur ce projet.
Donc maintenant, comment on fait? Et bah, du coup, on a dealé autre chose et on a fait, au lieu de faire une chronique dessus, bah, on est passé plutôt par une interview en fait. Il y a d'autres aussi, on a d'autres objets pour essayer comment dire, parce que c'est complètement ça en fait, de participer à la promo d'un objet musical ou peu importe en fait, d'un objet plutôt artistique. Donc il y a des moyens vraiment détournés, plus que la chronique frontale. Voilà, moi c'est un exercice que j'aime bien, mais là pour le coup, si c'était pour que après, en plus c'était à l'époque, il était chez Capitol et c'est le moment où ouais, c'est 2015-2016 où Capitol arrive surpuissant avec une tripotée d'artistes qui vont marcher. Niska après, un an et demi après, c'est commando quoi, c'est réseau. Donc à un moment donné, il y a toujours des moyens, je pense, détournés en fait de pouvoir arriver à peut-être son but, parce que le but c'était aussi de parler de Niska. Alors oui, si c'était une chronique, c'était en parler en mal, ou sinon fallait pas m'envoyer moi. Mais il y a quand même, ouais, il y a toujours d'autres moyens. Du moins, IHH m'a fourni d'autres moyens de le faire. Je sais pas comment c'est dans d'autres médias, parce que par la suite, moi, j'ai toujours eu la liberté de faire ce que je voulais à peu près. J'ai été chez Move, voilà, on a pu dire filmer et tout. J'ai jamais eu de représailles non plus. Voilà, ou de gens qui se disent ouais, je vais pas t'envoyer mon artiste ou quoi, sachant que oui, moi si j'aime pas, je vais le dire. Ça va être ça. Après, je pense qu'on gagnerait tous et toutes dans notre métier de temps en temps à être peut-être plus franc, mais le problème c'est que voilà, c'est cette espèce de conflit d'intérêts quoi. C'est toujours la même chose. Je pense que c'est un peu ça peut nous bloquer à des moments, parce que c'est vrai qu'il faut que les gens mangent, et on mange pas bien. Je vous le dis, franchement, c'est cool de faire ce métier, mais finalement, la manne financière, on est payé plus en concerts gratuits, en gloire que en moula, comme on dit chez nous. Je pense aussi, il faut préciser un truc aussi, c'est que nous, par exemple, avec Thibaut qui est juste là dans la salle, quand on lance Mosaïque, on est en formation de journaliste à l'école, donc on est déjà journaliste et on a cette notion de déontologie, on a cette notion de savoir ne pas rentrer en conflit d'intérêts, et en fait ça s'apprend quand même, c'est pas évident à avoir tout de suite, et les médias rap, c'est parfois des médias qui sont lancés par juste des passionnés qui aiment juste le rap et ça les dépasse, parfois juste ça prend et juste ça marche. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de labels et qui n'ont plus besoin vraiment des médias et qui, du coup, mettent facilement une pression, surtout aux jeunes médias. Nous au début, ça a beaucoup c'était facile, en fait, de nous dire, bah, non, tu retires cet article, non, on veut le relire, non, on veut truc, non, on dit non. En fait, on a toujours dit non, et parce qu'on a cette éducation, voilà, journaliste. Et en fait, elle n'est pas évidente. Déjà, il faut avoir accès à cette formation. Et du coup, si tu n'as pas ces notions-là, si tu n'as pas la notion de se dire je suis journaliste et donc j'ai le droit de dire non, et c'est pas ça mon travail, bah, la plupart des médias rap, des pages rap aussi, acceptent de supprimer des articles, de changer une phrase, et c'est ça qui détruit aussi, parce que les labels se disent bah, l'autre l'a fait, pourquoi toi tu le ferais pas, enfin, et ça crée ce truc de en fait ça s'apprend, et comme on est dans une ère où tout le monde devient un peu journaliste, voilà, s'improvise entre guillemets, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a ça à préciser quand même, c'est que quand tu es un jeune média, tu as envie de te faire ta place aussi, et que tu as l'impression, sans avoir de notion, que tu te fermes des portes. On a déjà eu des labels qui nous ont dit bah, si tu retires pas l'article, bah, tu peux oublier les artistes de notre label, tu nous oublies. Et alors nous on le fait pas parce qu'on a cette éducation journalistique, mais si tu es un jeune média passionné, moi je comprends que tu te dises bon bah j'ai pas le choix, je l'enlève. Et ouais, t'as peur, t'as peur aussi, donc c'est pas, enfin, il y a quand même des pressions aussi en tant que jeune média quand t'as pas de statut qui existent quoi, et qu'il faut noter et qu'il faut savoir les gérer quoi. Mais après, il y a certains trucs, ça paraît du bon sens. Hein. Moi, j'ai pas de formation de journaliste à la base. Hein. J'ai fait une fac de chimie, donc rien à voir. Donc c'est juste déjà aussi, est-ce que je pense qu'on parle de passionnés, mais c'est comment derrière, qui n'ont pas de formation de journalisme et tout, mais c'est aussi comment tu es passionné par cette musique. Est-ce que tu respectes, à partir du moment où tu fais un article de complaisance, tu sais que tu as trouvé le truc éclaté, mais tu vas dire que c'est bien, même toi en tant qu'être humain, je sais pas, tu te respectes pas en fait. Tu mens. Ouais, t'es pas passionné en fait. Voilà, je sais pas, va bosser pour BFM. T'es pas le bienvenu chez nous. Enfin,
Je vois pas. Tu vois, sans par exemple, t'es payé par je sais pas quel label et du coup tu dis du bien. C'est juste parfois tu as fait un article, ça leur plaît pas, tu l'enlèves. Ou Ouais, tu bien changes la sûr. phrase. Et c'est pas Ouais, normal en il y a- soi, même de la part des labels, de le demander. D'ailleurs, eux le savent. Là où Bien les jeunes ne le sûr. savent pas, les labels le savent très bien que ça Oui. se fait pas. Et là, c'est différent. Par contre, je suis d'accord avec toi. Bon, après, quand tu es complaisant et que tu le sais et que tu es payé, là, c'est Ouais, différent. voilà, à un moment donné, faut dire. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais en plus, ça va rien te ramener. Ils vont même pas te respecter. Après, ils vont plus te respecter, en fait. C'est ça aussi, c'est que après, au fur et à mesure des années, même si tu as eu des menaces, on se revoit toujours. On se revoit toujours. Et à un moment, quelqu'un qui leur a tenu tête, peut-être, ne serait-ce que les artistes, ils auront, parce que tout se sait. Donc, ils auront plus de facilité, peut-être, à aller, pour certains, vers des gens qui ont de l'éthique, en fait. Ça aussi, parce que dans le rap, même si voilà, c'est peut-être peut-être on dit que c'est un thème qui se perd, mais il y a une certaine éthique qui est prônée aussi dans cette musique. Donc, je pense qu'il y en a qui respectent encore ce truc, voilà, de franchise, de sincérité, et de plus, en étant franc, sincère, en donnant, par exemple, sur un projet, on peut avoir plusieurs avis. Bah, c'est à ce moment-là qu'on jalonne la culture aussi. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Le plus important, c'est qu'on est des médias culturels, quoi qu'il se passe. Donc, c'est pas pareil il y a de l'investigation, bien sûr, comme toi, Manu, tu l'as fait, mais c'est quand même pas pareil que le 20h. C'est quand même, voilà, on est sur un objet culturel. Donc, on peut aborder ça de manière différente. Et le fait que ce soit un objet culturel, c'est ça qui est bien. C'est il y a plusieurs lectures de cet objet, et donc parce qu'il y a plusieurs journalistes en fait qui regardent le même, mais on regarde tout ça différemment, on a des vécus différents, des points de vue différents. Donc je pense que ce qu'il faut surtout pas perdre de vue, alors ouais, il y a les complaisances, les machins, mais ce qu'il faut surtout pas perdre de vue, c'est la culture, et c'est qu'on est là pour ça. On est arrivé dans une culture qu'on a trouvée maltraitée, ne la maltraitons pas nous à notre tour, en fait. Merci. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ambivalence? Parce que d'un côté, ok, l'absence de critique, la dépendance avec les labels, les artistes est problématique. De l'autre, ça crée une espèce de justement culture de la proximité avec les artistes, un espèce de, je sais pas, de climat de confiance qui pourrait potentiellement leur permettre de parler plus librement qu'ailleurs. Est-ce que cette question se pose aussi? C'est une vraie question, et c'est vrai que c'est pas la même chose quand on vient avec une étiquette média spécialisé, surtout si le média spécialisé a une bonne réputation avant. Voilà, moi je sais qu'au tout début, quand j'arrivais, je disais ABCDR du son, les artistes étaient direct un peu contents. Bon, ceux qui connaissent maintenant, c'est peut-être un peu daté, mais en tout cas, à l'époque, ça marchait super bien, et donc il y avait, oui, une forme de... ils savaient qu'en tout cas, on n'allait pas leur poser les questions pourries habituelles. Que pensez-vous des émeutes de 2005, par exemple? À un moment, c'était tout un ça. Quand même, t'as dit telle insulte, t'as dit 2 fois pute dans le morceau, les femmes, comment tu les traites, et le rap et les femmes, et le rap et l'homophobie et tout. Et toujours être en boucle sur ça, et jamais parler de sample, jamais parler de... référence, pas être capable de deviner l'influence principale de l'artiste, par exemple. Enfin voilà, vraiment traiter comme musique. Donc moi, ça c'est un truc que j'ai remarqué, qui est que en arrivant avec le côté bienveillance qu'il y a dans la presse spécialisée, puisqu'on a un côté c'est nous contre eux, en gros nous contre les méchants médias généralistes qui ont maltraité le rap, ça peut le faire. Par contre, j'estime que maintenant on est à l'heure où il faut peut-être, je vais le dire comme ça, mais tordre le bâton dans l'autre sens, et être justement, en fait, quand on a vraiment confiance, quand il y a vraiment cette proximité, on peut parler des sujets qui fâchent. Je sais que avec des artistes où ça se passe bien, ils savent que je respecte leur musique, c'est le moment où je vais pouvoir formuler des critiques féministes ou des choses comme ça, et ils vont être en capacité de les recevoir et de dire des choses plus intéressantes que juste dire non mais le rap c'est pas que ça, ou les réponses qu'on a habituellement. Moi ce que j'ai vu, c'est par effectivement ce gage mais c'est pas qu'une proximité, une confiance, c'est aussi du professionnalisme, en fait c'est de la reconnaissance d'un savoir-faire, d'un savoir, d'une culture partagée. Quand oui t'as quelqu'un en face qui sait pas qui est Salif, l'artiste va se dire je sais pas trop si je peux rentrer dans les débats de comment j'arrive à commercialiser la violence et comment en même temps je suis mal à le faire.
bah voilà, quand on partage des références en commun, quand on sait à peu près de quoi on parle, il peut y avoir cette meilleure critique, en fait, ce que moi j'appelle la critique de l'intérieur, quoi. Juste, moi, je suis d'accord. Enfin, quand tu as posé la question, je me suis tout de suite dit, en fait, c'est pas du tout des choses qui sont indissociables. Et que, au contraire, je suis d'accord avec Emmanuel. En fait, il y a justement, il devrait. Alors, tous les artistes ont parfois un truc un peu. Ils ont l'habitude soit d'être piégés ou un peu ce réflexe piégé qui font qu'ils se mettent tout de suite en autodéfense, ce qui peut s'entendre aussi. Mais j'ai l'impression que si le cadre est adapté et que justement ils se sentent dans un média rap qui donc est censé les connaître, enfin nous ça nous est déjà arrivé et en fait on pose la question et c'est déjà du professionnalisme ce que tu as dit, c'est si elle existe dans ta tête c'est qu'elle doit être posée à l'artiste et qu'à un moment donné elle mérite d'exister. Et il faut juste, enfin ça me paraît tout à fait faisable, enfin nous souvent ce qu'on fait c'est l'artiste a le droit de ne pas répondre, a le droit de dire cette question, moi j'ai rien à dire et on passe tous à autre chose, mais au moins la question a été posée. Donc je pense que c'est tout à fait des choses qui se font. Après il y a aussi toujours cette question de si t'es pas journaliste, si t'es pas, est-ce que tu oses poser cette question face à un artiste que si t'es un fan entre guillemets, quelle relation t'as à l'artiste, si t'es dans un truc de surtout ne pas le vexer, surtout parce que t'as une relation un peu de plutôt plus de fan en fait que de journaliste, et ça arrive que du coup bon bah tu prends des pincettes, tu préfères ne pas vexer ou ne pas tenter la moindre critique. Surtout que les artistes sont quand même beaucoup moins habitués. On a des petits fragiles dans le rap, faut le dire. Non, franchement, non, sérieux, faut le dire. Mais les nouveaux médias rap, c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a moins c'est moins, je sais pas comment dire, c'est moins institué que c'est une critique, c'est un truc. Enfin, les artistes d'aujourd'hui, je pense en promo média rap, en tout cas, je parle, les jeunes médias sont pas du tout habitués à avoir quelqu'un qui arrive et qui dit bon bah cette line, je comprends pas, j'aime pas du tout ça. C'est quand même très très rare. Donc c'est pour ça que je pense que les artistes ils sont moins habitués, je pense. Après, il y a toujours le moment où tu le fais, tu vois. Est-ce que l'interview, ça dépend dans quel type d'interview t'es. Est-ce que l'interview, tu vois, est-ce que la fameuse interview de Fif, par exemple de Booba par Fif, est-ce que à ce moment-là, c'est pertinent qu'ils lui disent, ouais, moi, tu vois, c'était quoi, 09. Ouais, moi, ça me parle pas, tu vois. Est-ce que c'est pertinent là? C'est là qu'il faut savoir amener la voilà, critique, c'est plus, voilà, il y a ça. Est-ce que tu peux défricher ça? Enfin, il y a toujours des moyens. Ouais, il y a toujours des moyens détournés de parler des trucs, tu vois, parce que forcément, on a des goûts. Et puis après, il y a le truc de les artistes, ils vont plus se sentir en confiance avec tel ou tel, parce que déjà, avant tout, c'est des passionnés de rap, eux aussi. Avant tout, enfin, excepté certains, ok, Kobalade ne connaît pas Ayam, mais comme je dis, bah, y a le meilleur ouvrier de France menuisier et il y a celui qui pose des cuisines Mobalpa. Voilà. Donc, en gros, bah ouais. À un moment, faut le dire, hein, c'est devenu un métier. Et dans un métier, il y a des gens qui font ça pour manger et il y a des gens qui se nourrissent de la passion de ce métier. Donc, c'est différent aussi. Donc, forcément, c'est un petit milieu. Quand il y a des artistes qui arrivent devant toi, moi, par exemple, ils savent déjà. Donc, ils savent qu'ils peuvent être en confiance sur certaines questions et que sur d'autres, ben vas-y, on va un peu danser le tango. Donc, est-ce qu'ils vont... alors après, est-ce qu'ils acceptent d'être en face de toi? Mais en tout cas, et il y en a qui demandent à être justement à se confronter à certains journalistes pour telle ou telle raison. Mais c'est vrai que ne serait-ce que de faire une chronique d'une critique négative ou quoi, ça peut apporter des problèmes. Même un tweet, moi, pour un tweet sur mon Twitter personnel, il y a quand même un management qui a appelé Move. Non, mais c'est un truc de ouf. Qui a appelé Move pour un tweet, moi, mais c'est sur mon Twitter personnel. Donc ça ne regardait même pas Move ou je ne sais quoi. Donc voilà jusqu'à où sont prêts à aller certains. Après, moi, il n'y a aucun problème. Je ne me démonte pas. Je lui ai envoyé un DM Instagram. Je lui ai dit, bah vas-y, viens maintenant, gars, on parle. Je suis là, t'es là, on est là. Je te passe mon numéro. On s'appelle. Et viens, on discute de ça, en fait. Tu veux me faire? Bah, je suis là. Et c'est là où il y a une question de aussi statut et légitimité de, tu vois, je pense. Ah, mais ils sont plus gros que moi, ce label, cet artiste est forcément. Et ils se sentent aussi, à chaque fois, un peu, il y a un truc de. Les labels se sentent un peu tout permis. Ouais, mais du coup, quand t'as pas peur. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, il faut mais aussi... c'est là où je pense les jeunes journalistes ou juste passionnés sont parfois simplement impressionnés ou n'osent pas ou se sentent pas à leur place ou truc, et c'est là où
Il faut soit une formation, soit un peu d'expérience. Ouais, moi, je l'ai toujours le syndrome de l'imposteur. Je me lève des matins, je me dis, j'ai rien à faire là en vrai. Parce que oui, j'ai pas fait. Mais je pense que par l'expérience aussi. Après, c'est par encore une fois, c'est un truc aussi hyper personnel. Mais voilà, moi, j'estime que. Vas-y, je suis une femme noire en France. Tu crois que je vais avoir peur de toi en fait? Non, vraiment. Au bout d'un moment, tu peux pas me mettre la pression comme ça. Je suis pas ton enfant. En fait, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que on est sur un objet, encore une fois, culturel. Les gars, si vous ne supportez pas la critique, ne faites pas ce métier. Vraiment. Parce que, en fait, à partir du moment où tu livres quelque chose, c'est plus à toi. Et moi, en passant dans une émission comme La Récré, bah ouais, on reçoit des critiques, on reçoit des DM. Et il y a des gens, ils t'aiment pas. Mais vraiment, ils se lèvent le matin, ils pensent à toi. Ils t'envoient des trucs très tôt le matin. Donc, c'est vraiment qu'ils pensent à toi. Donc, oui, c'est pas facile. Ça fait jamais plaisir pour l'ego de personne. On est tous des humains, mais encore une fois, et après ça va dépendre de la critique, parce que si c'est pour dire ouais juste je n'aime pas, c'est pas intéressant. En fait, c'est qu'à un moment on commence à argumenter, et je pense que les artistes sont assez intelligents pour entendre certains arguments. En fait, ils sont pas non plus. Après, je comprends, oui, ça fait 6 mois que tu es sur ton album, tu l'as mûri tel un bébé, tu l'as accouché comme tout le monde. Tu voudrais qu'on te dise que ton enfant est beau, mais des fois, c'est pas le cas. On va pouvoir passer à 10 minutes de questions. Je crois qu'il nous reste 10 minutes. Est-ce que... Là-bas, ouais. Bonjour, déjà merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais juste savoir, vous parliez des articles de complaisance. Est-ce qu'à l'inverse, un peu comme dans les illusions perdues, vous avez eu des commandes pour complètement défoncer un artiste? Est-ce que c'est une pratique qui se fait dans le milieu ou enfin, est-ce que c'est... Non, par contre, ce qui est... parce que dans les illusions perdues, il me semble que c'est une affaire politique, en gros. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que, en gros, pour l'interview où la section d'assaut a dit les propos stupides que j'ai évoqués tout à l'heure, en fait, c'était dans IHH, donc c'est International Hip Hop, c'est plutôt un petit média. Ça ne pouvait pas, en fait, devenir la polémique nationale que ça a été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on va dire un employé d'une maison de disques concurrente de Sony, l'autre grande maison de disques de Sony, donc c'est Universal, a envoyé l'interview à tous les contacts qu'ils avaient dans la presse généraliste, Canal+, Morandini et tout ça, pour dire regardez, vous avez vu ces gars-là, ils font une interview méga homophobe, mais qui en fait était une forme, c'était pas par militantisme et par conviction, c'était en fait pour dire nous on a failli, on a raté la signature de la section à l'époque, donc maintenant on voit qu'ils sont au max de leur niveau, ils s'apprêtent à faire une tournée qui va être une des plus grosses tournées, enfin là qui devait être la plus grosse tournée de leur carrière, qui va rapporter plein d'argent à Sony, notre maison de disques concurrente, ça nous arrangerait que ça passe pas. Et donc il y a eu cet effet en tout cas d'envoi mail comme ça. Par contre, c'est vrai que une commande pour défoncer un artiste, je crois qu'on est vu comme... En fait, c'est plus qu'on est vu comme ayant pas trop de pouvoir, la presse. Donc on est soit des auxiliaires de promotion et du coup, dès qu'on fait pas ça, ils comprennent pas. Coup de pression ou des choses comme ça. Même si, encore une fois, beaucoup d'artistes comprennent et comprennent la critique intelligente et sont demandeurs de ça. Et en vrai, la majorité le sont. Enfin... devrait l'être, ou je sais pas trop, mais de commande directe, ça c'est pas du tout une pratique à ma connaissance. Merci. Bonjour, je m'appelle Gary, je suis un boomer comme vous dites. J'ai été élevé avec NTM et IAM et je me suis arrêté à ça et ça me va bien.
En fait, c'est plus une réflexion. Je suis un petit peu embêté avec la posture. Alors peut-être que j'ai mal compris vos propos, mais finalement d'opposer médias traditionnels et médias spécialisés. Je pense aujourd'hui que le lecteur, le passionné, il peut aussi bien aller trouver ou s'intéresser à une actualité autour du rap, à la fois via, par exemple, Libération, parce que Libération a une image, une ligne éditoriale, et ça peut m'intéresser, moi, en tant que passionné de rap, d'aller lire un article dans Libé sur le rap, et à contrario, ou en complément, et c'est là que je pense que vous êtes des médias complémentaires, de se dire, je ne vais pas me contenter de ça, et si je veux aller un peu plus loin dans l'analyse, parce que vous êtes de la presse spécialisée, d'aller aussi chercher chez les uns et les autres, finalement, la spécificité ou le détail. Donc, je suis un petit peu embêté avec ce côté de se poser, alors que je pense que vous êtes finalement en complémentarité. Je ne sais pas si vous avez entendu au début, j'ai parlé de justement la porosité en fait, entre les deux mondes, notamment avec l'intégration dans la presse généraliste, et notamment Libération, c'est un bon exemple pour le coup, de journalistes qui ont grandi avec le rap et ou qui sont eux-mêmes journalistes spécialisés. Brice Bossavi, qui est un collègue à nous de l'ABCDR, il est aussi pigiste à Libération, et il vient de la presse spécialisée. Donc la porosité est claire, et elle est même de plus en plus visible, notamment à partir des années 2010, clairement. Après, je pense que l'opposition, elle vient plutôt d'une histoire, d'un positionnement de refus par rapport au mépris et au mauvais traitement dont le rap français a fait l'objet dans les années 90 et les années 2000, et je pense encore un peu aujourd'hui, ce que je disais sur la fameuse opposition page culture et page société, ou des effets de hiérarchie, etc. Et juste pour compléter, pardon, sur la question que vous évoquiez d'un média qui, à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, le rap est devenu aussi un vrai business. Enfin, moi, j'ai pas de problème à ce qu'un média assume, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de dire on fait des articles de complaisance parce que derrière, il y a un business model, il faut qu'on vive, il faut faire travailler X journalistes. Il faut juste, effectivement, être intègre par rapport à ça, l'accepter et pouvoir le dire à ses lecteurs, et que les lecteurs, finalement, ne soient pas dupes dans l'approche du média, de se dire, en l'occurrence, on va dire du bien parce qu'effectivement, on a une pub de Capitol ou de Sony dans nos pages, quoi. Ouais, voilà, à partir d'un moment, ça, je pense que comme tu le dis très justement, en fait, faut le dire. Après, est-ce que quand c'est comme ça, est-ce qu'on peut encore appeler ça un média? Moi, j'appellerais plutôt ça une agence de com, du coup, plutôt qu'un média. Mais oui, faut pas hésiter à le dire. Et pour revenir à ce que tu disais avant, c'est pas que... Enfin, moi, voilà, je suis d'une génération qui a toujours rêvé, quand j'étais ado, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et disons qu'on n'avait pas, dans les médias généralistes, en tout cas, on n'avait pas cette nourriture, et il y avait du mépris. Il y a quand même quelqu'un dont je ne citerai pas le nom qui parlait du rap comme une culture d'analphabète. Ouais, une sous-culture d'analphabète. Donc, à partir du moment où, en fait, quand on est une partie de la jeunesse, notamment, et quand on dit ça, on voit très bien à qui ça s'adresse. Quand on entend ça dans des médias et que personne ensuite dans des médias généralistes en plus ne reprend le truc pour essayer de le déconstruire ou quoi au caisse, ou se tait complètement sur cette question qui était un mépris de classe et de racisme en plus, disons que c'est vrai qu'on va pas on va pas se dire que ils sont d'un soutien, ou que nous on peut bosser en complémentarité avec eux, en fait, du moins à cette époque. Mais c'est vrai, comme l'a rappelé Manu, et c'est vrai que maintenant c'est très poreux, en fait. Ça peut arriver qu'on soit contacté par des médias généralistes pour venir parler de sujets dans des documentaires, parce que nous parce qu'on va avoir une expertise sur la question. Moi, je crois que je dois avoir un DM d'M6 que j'ai laissé traîner. Bon, j'étais en vacances, mais voilà, ils t'appellent quand même pour te dire. Donc c'est qu'on communique. Maintenant, on peut bosser en complémentarité, mais je pense que c'était beaucoup moins le cas, disons, avant les années 10. Et pour ajouter aussi là-dessus, c'est que d'expérience, il y a aussi un effet de plagiat. De la presse spécialisée qui souvent est en libre accès. Par exemple, pour des vraies histoires, alors après qui sont toujours très difficiles à prouver, etc. Mais je sais que j'ai des collègues de l'ABCDR qui ont été plagiés par la presse généraliste. Et même moi, à des moments, je voyais certaines formulations ou certaines idées de sujets où je me disais,
mais c'est à peu près ce que j'ai dit quand même dans cet article que j'ai publié gratuitement sur l'ABCDR. Et là, c'est quelqu'un qui refait ça et qui, lui, est payé par... et donc, ce phénomène dont parle Mécolo, où on travaille ensemble, parce que maintenant, on est sollicité comme expert, moi, régulièrement, voilà, depuis une émission sur Joule, je sais que je vais avoir au moins une fois par mois un journaliste de la presse généraliste qui va me demander est-ce que vous pouvez parler de Joule et tout ça, et je dis avec plaisir, c'est un de mes sujets préférés, mais je tiens à vous rappeler que je suis une collègue aussi, une consoeur, et qu'en fait, la plupart du temps, c'est vous qui êtes payé à faire ces articles, et c'est moi qui produis l'expertise. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait de travail dans la mise en page de son article, l'angle choisi, ou des choses comme ça, mais on a toujours ce rapport quand même où la presse spécialisée sert de gentils passionnés et de répertoires d'experts, et les gens qui sont des journalistes en poste, qui sont payés pour le faire, sont plutôt pas nous, en fait, ou rarement nous, en fait. Et pour le coup, mes collègues, vu le précariat généralisé dans la presse, même le généraliste et tout, l'augmentation des pigistes, etc. Souvent, les collègues qui travaillent sur le rap me disent oui, on comprend carrément. Si tu veux proposer des piges, voilà les contacts. Donc, je limite quand même ce que je viens de dire. Oui, alors je prends la parole. Merci beaucoup à toutes les quatre pour tous ces échanges. J'en profite pour souligner que ça fait super plaisir de voir 4 femmes sur scène parler de rap. Moi, ma question était plus en écho aux sous-titres de la table ronde sur les publics. Et en fait, je me demandais, parce que moi, je travaille sur les pratiques culturelles des adolescents. Et donc, comme l'a souligné Emmanuel, le rap, c'est clairement la musique la plus écoutée des ados. Et moi, je travaille avec des centaines d'ados et vraiment, presque tous, ils écoutent du rap, voire exclusivement du rap, ils sont passionnés, etc. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de médias papier ou à la télé, spécialement pour les ados, qui leur parlent de rap, alors qu'ils ont un pouvoir d'achat quand même assez important et qu'il y a une brèche absolument monumentale. Et qu'en fait, du coup, ils se tournent exclusivement vers les réseaux sociaux, parce que c'est leur seul accès à cette culture, à leur pratique, à ce qui les intéresse. Donc, est-ce que vous avez des explications sur ce manque, comment ça se fait que pour une fois, il y a un truc où il y a de l'argent à se faire et personne n'y va? Déjà, la télé, c'est compliqué. Arriver à faire... C'est un temps qui est... pour mettre en place un programme, le temps, par exemple, je ne sais pas, sur des programmes qui peuvent être culturels, on se dit c'est Arte, tu vas aller voir Arte, mais c'est très compliqué. Tu peux mettre 2, 3... Enfin, voilà, moi, j'avais bossé sur une émission et on avait visé... à essayer de trouver un distributeur. Ça s'appelait Le Grand Paris à l'époque. On avait quand même reçu Kalash Criminel, Lino et Dossé. Donc voilà, c'est quand même des artistes importants. Et non, c'est très compliqué. Et même sans ça, il y a quand même une espèce encore de frilosité sur le rap. Et dans le sens où je pense que quelque part... aussi, il y a un côté, ça veut dire qu'ils vont voir des gens comme moi débarquer avec la manière dont je parle, et je pense qu'ils ne sont pas prêts. Non, vraiment, ils ne sont pas prêts parce que, comme une fois, il y a toujours différents types de personnalités, mais on ne vient pas tous des mêmes milieux sociaux. Il y en a qui emballeront plus leur manière de parler que d'autres. Moi, je vais être plus frontale. Donc, je pense que pour un rédac chef, je vais vite devenir poil à gratter, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il y a certains profils aussi qu'on ne veut pas voir débarquer en télé. Et il y en a eu des émissions hip-hop au début. On était quand même, avant les États-Unis, il y avait HIP, HOP en France sur TF1. Ça passait le dimanche, je crois, il me semble, avant ou après Starsky et Hutch. Ça a ramené du monde. C'était Sydney qui présentait. Et quand tu regardes un peu les profils, et justement, au début, c'était des gamins qui passaient dans l'émission, qui dansaient, qui apprenaient Smurf. Pourtant, ça leur ramenait de l'audience à TF1, ils l'ont arrêté. Hein. Alors, me demandez pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai une idée, mais je sais pas si ça serait encore un autre débat.
Mais voilà, je pense qu'il y a certains profils qui aujourd'hui à la télé française qui sont pas encore prêts à voir, même maintenant en 2023. Et même sans ça, en vrai, on n'a plus besoin de la télé. C'est plus la télé qui a besoin de nous, en vrai. Et chaque média, entre guillemets, ou gros média peut avoir son contenu qui s'adresse à son public. Et en plus des publics rap, il y en a beaucoup des différents. Et il y a une mutation par rapport à ça, c'est clair. Donc non, et puis aujourd'hui, c'est d'être c'est d'être sur les réseaux. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du podcast, il y a de la vidéo. Donc je pense qu'il y a des magazines papier. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on couvre quand même toute la galaxie de ce qui peut se faire dans la presse. Et on n'a pas besoin de la télé, en fait. Je précise aussi, parce que tu as dit pourquoi il n'y a pas une revue papier qui s'empare de ça. Typiquement, nous, on est un magazine vraiment de rap français et pas dédié aux ados, mais on va dire qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui s'en emparent. Je pense que ça peut partir à partir de 16-17 ans. Et il y a quand même une notion d'accessibilité à ce public-là parce qu'on reste un magazine indépendant qui est donc assez cher à 17 €. Et il faut quand même pouvoir se l'acheter. Donc c'est quand même un public privilégié qui y a accès. C'est ce même public qui va au concert, qui a les moyens de faire tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même une question de quel public tu touches, quelle masse peut acheter un magazine à 17 € tous les 3 mois. C'est quand même pas évident. Donc en tout cas, je parle vraiment pour le magazine papier. Faudrait un modèle beaucoup plus, par exemple, dans notre cas, beaucoup plus accessible que ça. Mais en tant qu'indépendant, c'est difficile de faire autrement. Mais je pense qu'il y a quand même des notions de à quel public tu parles. Et nous, on reste sur une niche de personnes qui sont assez privilégiées pour pouvoir se payer ce magazine-là tous les 3 mois typiquement. Donc il y a cette notion-là aussi, je pense, à prendre en compte, quoi. Et pour aussi, s'il n'y a pas la télé et un média qui parle beaucoup à la frange jeune et où c'est gratuit, c'est YouTube. Et là, pour le coup, il y avait une émission Rap Jeu, par exemple, qui était financée par Red Bull. Ça marchait super bien. Et c'était une forme d'émission, bon voilà, sous forme de parodie de Burger Quiz, etc., qui est déjà une parodie, mais c'était dans l'idée, je pense que c'est un peu ça. Le souci, encore une fois, c'était quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que c'est financé par Red Bull. Donc qu'est-ce que ça veut dire, outre le fait que c'est dégueulasse et que les jeunes ne devraient pas boire cette boisson horrible, mais c'est plutôt que Red Bull, en étant une marque, refusait certains mots, refuser un épisode a carrément été supprimé des plateformes à un moment parce que pour la présence d'un couteau, alors qu'ils avaient fait la promotion, le compte Twitter de Red Bull au début avait fait la promotion de l'émission avec des emojis couteaux, en jouant sur l'imaginaire de la drill, et d'un coup ça avait été supprimé. Donc ça implique aucun respect pour le travail des auteurs qu'il y a derrière, effectivement, aucun respect pour les artistes qui se sont déplacés gratuitement pour faire le truc et compagnie. Donc il y a ce problème de lissage dont parlait Mécolo, c'est qu'est-ce qu'aussi on est prêt à voir, que ce soit à la télé ou à être financé par des multinationales. Et en général, ce qui ressemble à ceux et celles qui font le rap, ça passe pas. Mais ça, je pense que c'est pour toutes les cultures minoritaires, pour le coup. On va s'arrêter ici, mais les débats restent ouverts à l'extérieur. Merci à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui au Festival Imprimé. Et puis on va enchaîner avec une table ronde, cette fois sur l'écologie et les actes de désobéissance civile, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, merci.